de 60 ans après son accession à l'indépendance, la Guinée demeure confrontée à certains défis institutionnels. Comment générer un environnement politique apaisé, consensuel et constructif? Les réponses se trouvent peut-être dans l'ouvrage intitulé « Essai sur la fondation politique de la Guinée ». Pour en parler, nous sommes avec son auteur, Amadou Sadio Barry, professeur de philosophie au Cégep de Saint-Hyacinthe au Québec. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir. Quelle est la genèse de cet ouvrage ? Écoutez, ce livre est né tout d'abord du constat suivant lequel la situation politique en Guinée est confrontée à des problématiques qui relèvent d'une absence de moralité et bien sûr d'un cadre politique qui n'arrive pas du tout à organiser la conflictualité des acteurs et surtout à créer un espace où des élections politiques, en tout cas des élections, sont favorables. Donc c'est toute la question de la problématique troisième mandat qui m'a conduit à aller au-delà du contentieux lié justement à la confiscation du pouvoir et chercher les causes dans l'histoire politique du pays, dans les représentations du pouvoir, dans les valeurs qu'encouragent les citoyens en Guinée pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau politique et moral en Guinée. Vous écrivez que l'abandon du pouvoir par Alpha Condé ou l'organisation des élections ne suffiront pas pour espérer le changement en Guinée. Qu'est-ce qui pourrait amener ce changement ? Oui, parce qu'en effet, il n'y a pas de lien de nécessité entre le changement et les élections. D'ailleurs, l'histoire politique de la Guinée montre que les élections n'ont jamais assumé leur fonction démocratique, qu'il s'agisse de la représentativité des citoyens ou encore de l'égalité politique. Les élections, depuis 1990, à l'ouverture du multipartisme, n'ont jamais joué cette fonction démocratique. Donc, par-delà les slogans sur le changement et le gouverner autrement, il s'agit véritablement de savoir si la société guinéenne a un environnement politique et institutionnel capable de répondre aux besoins des citoyens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, à l'image même d'une enquête sociologique et politique. Donc, pour qu'il y ait changement, encore faut-il repenser les structures politiques et institutionnelles, le rapport au pouvoir, les valeurs sociétales et tout ce qui est en lien, bien évidemment, aux représentations du pouvoir politique comme tel. Donc, c'est aux ensembles des manières d'être et de faire qu'il faut lier le changement, car le changement n'est pas la conséquence de politiques publiques, mais d'abord de mentalité et des valeurs qu'encouragent les populations au sein d'une nation. Vous faites dans cet ouvrage une généalogie du refus de l'alternance au pouvoir en Guinée. Quelles en sont les causes ? Les causes, c'est ce que je fais dans l'introduction. En fait, je questionne l'historicité du pouvoir en Guinée. Je remonte à Sékou Touré pour montrer en fait que nous sommes encore en 2020 dans la continuité d'une culture politique autoritaire. Bien que le système politique guinéen se soit affranchi de la dynamique totalitaire qu'avait instauré Sékou Touré avec cette dimension vraiment du peuple, où Sékou Touré avait conçu une figure tyrannique du peuple parce que pour lui, le peuple de Guinée s'incarnait dans sa personne. Il n'y avait pas de différence entre la personne du chef et la souveraineté du peuple. C'est d'ailleurs cette confusion entre l'autorité du chef et le peuple qui a reconduit Lansana Conté et que de manière extraordinaire, par des voies supposément légales, Alpha Condé a actuellement reconduit. Donc il y a là dans la culture politique guinéenne tout des dimensions autoritaires, une coordination d'intérêts entre l'armée et l'exécutif, un système néopatrimonial qui est conjugué justement à un régime prétorien que la Guinée ne s'est pas affranchie. Donc il y a tous ces éléments qui dépassent, une fois encore je le répète, la personnalité d'Alpha Condé pour aller comprendre que le problème actuel de la confiscation du pouvoir, le sous-développement est lié à la manière dont les Guinéens ont refusé d'apporter des changements dans la culture politique du pays depuis la fin du système colonial. Vous parlez de culture politique, mais est-ce à dire que les institutions politiques guinéennes, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont dans l'incapacité de garantir une organisation démocratique du pouvoir ? Elles sont incapables parce qu'une fois encore, l'institution comme telle n'existe pas en Guinée. Et ce que je rappelle dans le chapitre 2 d'ailleurs, il n'y a pas de public en Guinée. On n'a pas la culture d'un bien public parce qu'il y a institution là où existe une moralité minimale commune qui régit les relations entre les citoyens. Or, en Guinée, nous faisons face à une extension telle de l'autorité des individus, du moins de ceux qui détiennent le pouvoir et assument les privilèges qui en sont liés. Il y a une extension telle du pouvoir individuel que finalement, l'espace censé être le lieu commun de tous les Guinéens n'est pas un lieu régi par les pouvoirs publics. Donc c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'idée de rupture. Il s'agit de rompre avec les logiques individualistes, avec la souveraineté du pouvoir individuel pour laisser la place justement à l'autorité des lois, aux droits et surtout à l'exigence d'une éthique minimale sans laquelle il n'y a pas de société, il n'y a pas de dimension
publique, moins encore de sphère publique. Et d'ailleurs, l'absence de sphère publique en Guinée est aussi le cas dans la majorité des pays africains où le pouvoir des individus a cédé, en fait, a fait rompre le droit au profit justement de la tyrannie de la liberté individuelle. Selon vous, il ne faut pas s'attendre à ce que la renaissance de la Guinée ait lieu par la voie électorale. De quelle façon cette renaissance pourrait-elle advenir ? Si vous prenez l'histoire politique de la Guinée comme telle, d'abord, est une invention coloniale. Une fois encore, il ne s'agit pas ici de toujours accuser la colonisation, ou en tout cas, actuellement, la Guinée, ce qu'elle vit, les Guinéens en sont responsables à 100%. Une fois encore, il s'agit de savoir comment la diversité de la population guinéenne, comment des communautés ethniques constituées peuvent s'entendre sur des règles minimales communes pour fonder la vie commune. Il s'agit vraiment de se rapporter les uns à l'égard des autres de manière éthique, de manière à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce que nous voulons être comme communauté, quel type de société nous voulons. Il s'agit, une fois encore, de rendre possible ce que j'ai appelé l'espace des raisons communes. Aujourd'hui, les Guinéens, par exemple, ne veulent pas de la non-domination, ne veulent pas des injustices, ne veulent pas des inégalités. Donc, il y a là quand même des raisons minimales qui peuvent nous unir de sorte à constituer justement une nation que Sékou Touré n'a pas fondée, contrairement à ce qu'on croit. Parce que nous sommes dans une espèce de romantisme où l'on dit que Sékou Touré est père de la nation et que Lansana Conté aurait fondé une démocratie, ce qui absolument ne résiste pas à l'analyse intellectuelle de l'histoire politique de la Guinée. Donc il faut fonder ce pays dans le sens où encore revenir d'abord au minimal sans lequel une nation ne peut exister, à savoir l'autorité des lois auxquelles tout le monde peut adhérer et qui régirait alors les relations humaines. Car le politique, c'est cela, c'est un espace d'interaction organisé par une discussion autour des principes censés diriger les êtres humains que nous sommes. Merci Sadio Barry d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Essai sur la fondation politique de la Guinée,